I'm here from Navius Research. We are a research consulting firm based in Vancouver, but we work with clients all across Canada. And what we do is we've developed a model that combines technology, macroeconomic, fuel, and electricity modeling, and allows us to simulate the impacts of basically any climate or energy policy across Canada. Today I'm going to be speaking to one piece of research that we did on the state of biofuels in Canada, where we quantified the amount of renewable fuels and their impacts of being consumed across the country. And we did that because there's currently no comprehensive data source on this topic. And I'm also going to be sharing some projections that we've done of future biofuel consumption, what we expect to happen in the future. Those numbers I'll share aren't yet finalized and they're not yet published, but they'll give you an idea of what our research is showing is expected to happen. And I will focus specifically on Quebec because that's what you're interested in, but we do the same modeling for all provinces across the country. This is what I'm going to talk about. And then first, just to make sure we're all on the same page, when I say biofuel, I'm referring to either ethanol to replace gasoline in passenger transport, or biodiesel or renewable diesel to replace diesel in commercial transport. And so in Quebec, that means ethanol mainly comes from corn, and biodiesel mainly comes from animal fat. And as we know, biofuels offer a life cycle carbon intensity reduction compared to petroleum fuels. In Quebec, on average, the ethanol that's used is 48% less emissions intensive than gasoline, and the biodiesel that's used is 87% less emissions intensive than petroleum diesel. So biofuel consumption is driven by policy, mainly policy that aims at reducing greenhouse gas emissions from the transportation sector. This can be either policies that require a certain volume of renewable fuels be blended into the fuel stream, such as the Federal Renewable Fuels Regulation, or it could be a policy that requires a certain amount of carbon intensity reduction in the fuel stream, such as the low carbon fuel standard that we have in BC. And carbon pricing systems are also relevant because they impact the price of the fuel and the biofuel. Quebec is one of the provinces in Canada, along with the Atlantic provinces, that don't currently have a provincial biofuel blending mandate, and so it's currently covered under the federal regulation. And the important thing to note there is because there's no provincial regulation, there's no provincial reporting requirements, and that makes data collection on this topic in Quebec a challenge. So we did our best to infer based on the data that is reported, but some of the numbers when it comes to Quebec are uncertain. So this is all the fuel that is consumed in Quebec from 2010 to 2017. Biofuels is a small portion, as you can see, it's that little blue wedge at the top. But if we zoom into that portion, we see that biofuel consumption has increased in the province over this time period. And this has been under two key policies. The first is the Federal Renewable Fuels Regulation that requires a 5% blending of renewable fuels into the gasoline pool by volume and 2% renewable fuels into the diesel pool. And the other policy that's relevant is Quebec's cap and trade system. Because biofuels are exempt from the system, it gives them a price advantage over petroleum fuels, and I'll talk about the impact of that a little bit later. But under these two policies, we've seen biofuel consumption in Quebec increase from about 1% in 2011 to 3% in 2017. And as we know, this is well below the volume that can be safely and easily blended into the fuel stream. So when we project out to what we think is going to happen in 2030, we expect biofuel consumption to continue to increase in Quebec. And this is due to two main policies that are incoming. So the first is Quebec's Renewable Fuel Regulation that, as far as I know, is going to require 10% renewable fuel by volume in the gasoline pool by 2021 and then 15% by 2025. And similarly, it will require 2% renewable fuel in the diesel pool in 2021, going up to 4% in 2025. And then the other relevant policy that will be in place is the Federal Clean Fuel Standard. And so that policy is still currently under development, but it will require a certain carbon intensity reduction of all fuels used across Canada, including fuels in the transportation sector. And when we simulate the impacts of these policies moving forward, first looking at the Provincial Renewable Fuels Regulation, we expect biofuel consumption to increase to about 9% of the fuel stream volume in 2030.
And when we add the interaction with the Clean Fuel Standard, we see biodiesel consumption increasing. So this is an increase from the required 4% under the provincial mandate in 2030 to about 9% biodiesel in the fuel stream, for a total of 12% volume of biofuels in Quebec in 2030. And the important thing to notice here is that it's the provincial regulation that is primarily driving this increase in biofuel consumption in the province. It's not so much the Clean Fuel Standard. Our model is showing that the Clean Fuel Standard, as it's expected to be designed, will most likely get compliance credits from electric vehicles and hydrogen vehicles more so than biofuel blending. So the provincial regulation is going to continue to be a really key driver of biofuel consumption moving forward. And so what are the impacts of biofuel consumption? The first is on carbon emissions. And when we calculate at the current volume of blending in Quebec, we calculate that the biofuels have avoided about half a megaton of emissions in 2017. And to put that into context, Quebec emits about 78 megatons of emissions per year. And this is an increase in avoided emissions from 0.2 megatons in 2011 to the half a megaton we see today. And when we project this forward to 2030, we expect to see 2 megatons of avoided emissions due to biofuel blending in 2030 under the provincial regulation. That's what the orange bar is, and then the blue bar on top is what we expect to see in addition to that from the Clean Fuel Standard, and we see up to another megaton of avoided emissions due to increased uptake of biodiesel under that Clean Fuel Standard. I'm trying to think what else I wanted to say about this. Oh, I guess, yeah, just to put that into context, Quebec's carbon target in 2030 is 54 megatons. So 2 to 3 megatons of emissions reductions from biofuels is not insignificant. Okay, and then the other impact we want to look at is the cost. And so when we calculate the cumulative cost impact of biofuel consumption in Quebec from 2010 to 2017, we've calculated that it's led to a net savings of about $800 million cumulatively over this time period. And I'll explain where that comes from. There's 3 main ways that renewable fuels affect the cost of fuel. The first is a difference in commodity price by volume. For example, ethanol is generally cheaper by volume than gasoline. The second is a difference in energy content by volume. Again, ethanol is about 33% less energy per liter than gasoline, and biodiesel is about 9% less energy per liter than normal diesel. And then the third impact is from differences in fuel properties. So ethanol, for example, has a higher octane value than gasoline, and this actually contributes a lot to the cost savings that we see from biofuel blending. This green bar here is the wholesale cost impact of ethanol blending into gasoline, and we've calculated that it's led to about $950 million of net savings over this time period, and that mainly comes from its higher octane value. So when you blend ethanol into gasoline, you increase its octane level. That means that the gasoline doesn't have to be refined to increase its octane value as much, and you get a net cost savings from that. You don't get the same benefit from blending biodiesel, so that's what that wholesale cost increase of biodiesel blending is that orange bar, and we see an increase in cost of about $150 million over this time period from biodiesel, and this is due both to the higher commodity price of biodiesel compared to petroleum diesel, and also the lower energy content by volume. So when we look at what that means for an average consumer who is using fuel in Quebec, we calculated for an average person that drives a car with an average fuel efficiency and average distance per year, they are saving about $17 a year from the blending of ethanol into the gasoline stream. And similarly, when we do a calculation for an average truck driver that drives a truck of average fuel efficiency and average distance per year, they're paying an additional $116 per year due to that increased cost of biodiesel in the fuel stream. There are a couple of policy implications that are worth mentioning that impact this cost. So the first is this tax cost impact. The way that fuels are taxed in Canada is by volume,
And since biofuels have less energy content per volume, consumers have to purchase a higher volume in order to get the same amount of energy, and that means that biofuels are being disproportionately taxed higher than petroleum fuels. And the impact of that actually adds up pretty quickly. In Quebec in 2017, taxpayers paid an additional $8 million in fuel taxes for biofuels, and cumulatively over this time period, that's $155 million additional dollars in tax. And that impact is not necessary. We could get the same amount of tax revenue as biofuel consumption increases in the future by adjusting tax policy so that we're not disproportionately taxing biofuels. The other policy implication to look at is carbon pricing systems. So either a carbon tax or a cap and trade system will impact the price of biofuels. In Quebec specifically, the cap and trade system excludes biofuels, and that has led, based on our calculations, to $45 million in saved carbon costs over this time period. So that's money that would have been paid for carbon that's not being emitted due to biofuel blending. And that works out well in Quebec, but it's not the case in every province because not all carbon pricing systems exclude biofuels. In BC, for example, we have a $40 carbon tax right now that doesn't exclude biofuels, and that increases this tax cost impact on the fuels. And that also contributes to this net positive cost of biofuel blending that we see in BC compared to the net negative cost that we see in Quebec. So I started by saying that biofuel consumption is driven by policy. We expect that to continue to be the case moving forward. And I'll just end with two policy takeaways based on our experience with biofuels over the past few years. The first is that policy alignment is really important. There's currently some contradicting policies that are having an impact on biofuel cost, and that impact is only going to grow as biofuel consumption increases moving forward. And the second takeaway is that we can't rely on the federal clean fuel standard to increase demand for biofuels moving forward because we're expecting the clean fuel standard to get emissions reductions elsewhere. Provincial regulations such as the incoming renewable fuels regulation in Quebec are going to be the primary drivers of increased biofuel consumption in the future. And that's all. Thank you for listening, and I look forward to our discussion. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Très content d'être ici parmi vous. Donc voilà, je suis Miguel Garcia. Ça c'est un chef Kaino Gianni. Malheureusement, il n'a pas pu venir, donc je la remplace aujourd'hui. Donc, on va parler ici sur les carburants alternatifs pour l'aviation. Donc, c'est un sujet, comme tu mentionnais, Robert, c'est quelque chose qui est pressant, que peut-être il n'y a pas tout le monde qui est au courant, mais l'industrie, ça a donné des cibles très, très, très exigeantes, justement pour rencontrer les objectifs mondiaux en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc, depuis 2009, si on parle spécifiquement pour l'industrie de l'aviation d'affaires, donc Bombardier, avec un groupe de fabricants et d'industriels autour de l'aviation, a mis en place une série d'objectifs qui se déclinent comme ça. Donc, le premier objectif, c'est la réduction des émissions de CO2 de 50% à 2050 par rapport à 2005. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est améliorer de 2% l'efficacité des carburants aujourd'hui, de 2010 jusqu'à 2020. Donc, annuellement, l'idée, c'est de réduire cette empreinte. Et le troisième objectif, c'est à partir de 2020, c'est-à-dire cette année, avoir un carbone neutre à partir de cette annne. Donc, ces trois objectifs, ça a été volontaire, c'était une démarche volontaire de l'industrie, puisque du bon côté, on est soumis à des lois peut-être à part de ce qui existe pour tout le monde, puisque la sécurité est très importante dans le côté de l'aviation. Donc, j'imagine que les lois et les choses qui s'appliquent à l'aviation sont réglées d'une façon plus internationale. Et des fois, il n'y a pas de politique vraiment qui cible les pays. Donc, bien sûr, au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation, essaye de mettre d'accord tous les pays pour pouvoir mettre en place des stratégies de réduction. Donc,
Dans le cas de l'aviation d'affaires, on a 4 stratégies. La première, c'est améliorer la technologie des avions. Donc, développer des avions avec une consommation beaucoup plus réduite en carburant, c'est la première chose. Avoir des systèmes, je ne sais pas, des géolocalisations, des guidages pour diminuer les temps de vol, les temps d'attente, pouvoir atterrir dans les aéroports d'une façon plus facile. Toute cette technologie est de plus en plus intégrée dans les avions d'aujourd'hui. Deuxième point, c'est l'infrastructure et les opérations. Les aéroports aussi se mettent à jour. Les aéroports se donnent aussi des cibles de réduction et ils essayent de justement réduire les temps d'attente et d'utiliser plus un grid mix, une utilisation énergétique plus électrique. Le troisième, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est les carburants alternatifs. Donc, ça passe par là. On va voir tout à l'heure dans les graphiques que les carburants alternatifs, c'est essentiel dans la stratégie. Et le quatrième, c'est les mesures des cap and trade, des marchés du carbone, pour réduire ces émissions qui est déjà en place pour l'aviation. Donc, Bombardier, avec ses autres partenaires et en même temps les concurrents, tout le monde s'est mis ensemble pour driver cette initiative. Et on a sorti un guide pour pouvoir expliquer aux opérateurs de quelle façon l'industrie veut se doter des objectifs clairs. Donc, voici les graphiques qui parlent un peu des objectifs et de la tendance de l'aviation. Donc, on est ici avec les émissions millions de tonnes à gauche, et ici on a les années, donc c'est 2015, c'est une petite erreur de frappe. Donc, si on regarde en 2015, on est à 750 millions de tonnes. Et on a différentes stratégies, comme on l'a vu. La première, c'est la technologie. La technologie, si on améliore la technologie, en 2050, on sera à 2000 millions de tonnes. Si on améliore les opérations des aéroports ou l'opération des avions, on est un petit peu plus moins. Et par la suite, l'opération des aéroports, ça nous réduit un petit peu plus. Mais c'est vraiment les Sustainable Aviation Fuels, ce qu'on appelle les biocarburants pour l'aviation. C'est eux qui vont vraiment changer la balance, ils vont pencher la balance pour vraiment atteindre des objectifs de réduction. Comme vous l'avez expliqué, Robert, c'est très contraignant de pouvoir réduire la consommation des carburants d'un avion, puisque aujourd'hui les carburants sont la solution à moindre poids possible et disponible à cette quantité d'énergie requise pour faire voler un avion. Donc, pour les batteries, on n'est pas encore rendu là. La densité d'une batterie vis-à-vis de l'énergie qu'elle peut produire, elle n'est pas au rendez-vous encore. Donc, dans l'aviation commerciale, on parle beaucoup des grands rêves, mais l'industrie commence petit à petit à développer des technologies hybrides, des technologies un peu plus électriques, mais c'est toujours dans des petits avions avec des fuselages qui sont faits 100% en fibre de carbone. Ce n'est pas encore le cas partout et ça va prendre des temps à arriver là. Donc, très important les biocarburants pour ça. Donc, rapidement, comme vous savez tous que c'est un carburant alternatif. Pour l'aviation, il y a un concept très très important. Pour l'aviation, on parle du concept de drop-in fuel, c'est-à-dire des carburants que vous pouvez prendre, peu importe l'origine, que vous pouvez les prendre et l'introduire dans votre réservoir d'avion et qu'il n'y aura aucun problème. Aucune modification requise en termes de moteur, aucune modification des setups de l'avion. C'est-à-dire, c'est du carburant standard selon les standards de la ASTM. Bien sûr, les biocarburants, pourquoi? On avait vu, on veut réduire nos émissions de carbone, mais en même temps, quand on parle des SAF, ou Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire qu'il doit répondre à des autres critères que l'industrie s'est fixés. Donc, ce n'est pas simplement le CO2, c'est aussi la réduction des consommations d'eau, l'utilisation de terre, tout l'aspect social. Donc, tous ces critères sont discutés aujourd'hui dans l'industrie et dans les associations internationales pour choisir des biocarburants qui vont nous amener à une bonne réduction, mais en même temps être responsables. Pas simplement une réduction à tout prix de CO2. Donc, rapidement, on avait vu qu'il y a une réduction de CO2 avec les biocarburants. On améliore la soutenabilité, la durabilité de l'aviation. C'est la seule option qu'on a aujourd'hui pour réduire le CO2 d'une façon drastique. Et, comme on mentionnait, il y a aujourd'hui une
normes qui interdisent de dépasser un mélange plus de 50% carburant alternatif avec carburant standard. Donc, on a les standards pour les carburants alternatifs, le ASTM 7566. Pour les carburants d'aviation standard, c'est ASTM D1655. Donc, on les mélange. Et après, on a un réservoir mélangé avec tous les biocarburants. Et il est recertifié comme du carburant standard. Donc, on passe d'un processus différent. Chacun fait sa certification. Et une fois mélangé, il faut qu'il soit recertifié comme du carburant pour l'aviation. Donc, c'est contraignant, pas mal contraignant. On peut voir, ça c'est rapidement les critères à retenir. Donc, la densité à 15 degrés de température, entre 775 et 840 kg par mètre cube. Pardon, le flashpoint, 38 degrés, et la température de congélation à moins 47, et les contenus d'aromatiques autour de 25 par volume, et les contenus en sulfure de 0,3% par rapport à la masse, et la quantité d'énergie qu'il doit contenir quand le carburant est brûlé, c'est 42,8 MJ par kilogramme. Donc, ça c'est très contraignant, très important pour le bon fonctionnement de l'avion. Et si les biocarburants ne répondent pas à ces exigences, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est beaucoup de travail de sensibilisation, première chose. Parce que la chose que les gens se posent la question, est-ce que le carburant alternatif est sécuritaire? Est-ce qu'il ne va pas causer des problèmes dans l'utilisation de mon appareil? Et la réponse est, il n'y a pas de problème. Donc, les biocarburants répondent à ces exigences. Ça, c'est rapidement un portrait d'où est produit aujourd'hui le biocarburant pour l'aviation. Vous voyez, c'est un peu partout, en Amérique du Nord, un peu en Europe. Donc, ces compagnies-là, ils produisent, ils sont investis, ils ont mis beaucoup de moyens. Mais on peut voir que pour l'aviation, il n'y a rien au Canada et il n'y a rien au Québec. Donc, il y a une opportunité, comme on l'a vu dans la précédente conférence, le potentiel du Québec, le potentiel du Canada à mettre en place des choses très intéressantes et devenir un joueur important. Donc, Bombardier, qu'est-ce qu'il a fait pour amener déjà à sensibiliser les gens à qu'ils comprennent que les biocarburants, c'est une solution viable, que les biocarburants, il n'y a pas de danger à l'utiliser et que ça peut voler sans aucun problème. Donc, par exemple, notre président de Bombardier Aviation, il est le chef de l'équipe, du comité environnemental de l'association des manufacturiers aéronautiques de l'aviation d'affaires. Donc lui, il a mis en place un système de meetings, de rencontres pour commencer à définir les objectifs qu'on a parlé précédemment, mais aussi à faire des démonstrations, c'est-à-dire ils vont aller dans des aéroports et montrer que les avions peuvent voler sans aucun problème avec des biocarburants. Donc voilà, il y a une série des activités qui ont été réalisées. Et important, on a fait un guide justement pour expliquer aux pilotes, pour expliquer aux opérateurs de quelle façon les biocarburants vont réduire ces émissions, mais en même temps de quelle façon ils s'approvisionner, de quelle façon il va falloir conseiller aux gens de s'approvisionner. Donc, Bombardier ne travaille pas dans le développement de biocarburants, mais on doit s'assurer que le biocarburant puisse être une solution viable rapidement, le plus rapidement possible. Ici, on a des photos justement des activités. Voici certains vols et événements dans lesquels on a participé pour montrer le potentiel des vols avec des carburants alternatifs. Et on a, pour la première fois, en novembre de l'année dernière, on a eu notre première livraison de biocarburants. Ces biocarburants viennent des États-Unis. Ça a été livré par camion. Le fournisseur, c'est Avfuel, et je pense que c'est Givo qui l'a raffiné. Donc, c'est pour la première fois qu'on achète ce type de biocarburants et qu'on les rend disponibles. Donc, il y a eu les premiers vols de nos clients qui est parti avec du biocarburant. Donc, c'est une première ici au Québec et une première dans la compagnie. Donc, on est très fiers de ça. Au moins, ça commence à être quelque chose qui va être disponible pour tous nos clients, pour les livraisons. Une autre chose qu'on veut faire, c'est aussi faire
une batterie de tests. C'est-à-dire quand on teste des avions, aussi on utilise du carburant. Donc on aimerait aussi commencer à utiliser les biocarburants dans les tests qu'on fait. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir réduire l'impact des avions jusqu'à la livraison. Donc on va livrer à nos clients un avion le plus clean possible. Donc c'est quoi les besoins selon nous qu'on doit adresser à ce moment-là? C'est une production locale. On est conscient que la production locale, quand on parle local, on parle le plus proche possible. Pourquoi? Parce que ça va réduire les impacts liés au transport, les impacts liés aux pertes qu'il peut y avoir, mais aussi à amener une économie locale qui va, encore une fois, pouvoir intéresser beaucoup plus les instances gouvernementales à investir dans ce type d'industrie. Deuxième point, on a parlé depuis longtemps, c'est le prix compétitif. Si on n'a pas un prix compétitif, ce n'est pas évident de pouvoir aller dans cette direction. Donc, toutes les démarches de financement pour l'achat d'équipements pour les industriels d'aujourd'hui qui veulent se lancer là-dedans devraient se mettre en place pour faciliter l'accès aux machines, faciliter les crédits pour pouvoir acheter des choses et avoir des politiques claires, gouvernementales, de réduction à long terme. Un autre point très très important, une fois que les biocarburants vont être disponibles pour l'aviation, tout le monde va se l'arracher, tout le monde va vouloir l'acheter et ça va être une espèce de petite guerre d'avoir accès le plus rapidement possible ou à sécuriser ça. Donc les volumes et avoir des fournisseurs à long terme, c'est très important pour l'industrie, c'est-à-dire on a besoin de ça, on sait qu'on est un émetteur de CO2, on veut réduire nos émissions, mais il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain à long terme, de quelle façon on va s'inscrire dans cette démarche d'évolution de l'industrie des biocarburants. Un autre point important, on pense qu'on doit se focusser davantage, ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, mais davantage dans les résidus. Les résidus, on parlait des résidus forestiers, on parlait des résidus municipaux, et puisque eux, ils nous amènent une réduction plus intéressante au niveau CO2. Donc, ça, c'est rapidement les objectifs, les besoins en futur, mais tout ça, ça ne se fait pas sans volonté politique qui est claire, qui nous dit, OK, maintenant, on va définir les objectifs à court, moyen et long terme, et on va mettre les moyens économiques pour pouvoir les rendre une réalité ici au Québec et au Canada. Donc, c'est très, très important. Donc, merci beaucoup pour votre temps et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Besoin d'audience, j'aimerais que tu expliques à l'aéroport de Dorval comment aujourd'hui se fait l'acheminement et l'approvisionnement en biofuel, ou en jet fuel, excuse-moi. Puis le fait que n'importe quel jet fuel qui pourrait être fait au point de vue renouvelable doit être injecté drop-in sans aucune modification. Oui, en fait, il y avait un projet, je pense, de faire une pipeline de l'Est de Montréal jusqu'à l'aéroport de Dorval. Ça n'a pas été complété. Il y a beaucoup de voyages de camions qui se font de différents fournisseurs jusqu'à l'aéroport. C'est là le rôle de l'aéroport de Montréal qui va devoir instaurer peut-être une façon de jouer le jeu et réguler un petit peu plus la façon comment il doit s'approvisionner et démontrer le besoin clair de dire, OK, on va avoir besoin d'un pipeline qui arrive directement jusqu'à l'aéroport. Et quand on parle de biocarburants, ce n'est pas l'aéroport qui va commencer à mélanger les carburants standards avec les biocarburants. Il va falloir vraiment que l'expertise aujourd'hui, c'est des raffineurs qui sont déjà en place, qui vont devoir ou vont vouloir, ou on va les inciter à qu'ils fassent ces mélanges et qu'ils soient certifiés déjà sur place et injectés directement à l'aéroport pour être utilisés de façon standard. Chose pas facile, justement. Chose qui va devoir se discuter. Pourquoi Montréal? On sait que c'est un grand hub aéronautique, et la même chose que Toronto. Donc l'idée c'est que cette grappe, si on peut l'appeler comme ça, lors d'un colloque on discutait la SAF Valley, on appelle. Donc, ce qu'on peut instaurer une espèce de vallée du carburant alternatif, pourquoi pas. Donc l'idée c'est qu'une grappe technologique, une grappe de production de carburant alternatif s'installe autour des grands aéroports pour pouvoir les approvisionner facilement. Merci beaucoup.